La Russie maintient la stratégie qu'elle a élaborée pour 2025 suite à l'efficacité décroissante de ses offensives terrestres. Des frappes aériennes avec un nombre record de missiles et drones ont touché l'Ukraine. Mais fin septembre, la Russie a dépassé les limites. Au lieu de subir les frappes et de défendre son territoire, l'Ukraine a choisi de riposter. La vengeance de l'Ukraine a été brutale, laissant une ville frontalière russe dans de grandes pannes d'électricité. Cette ville, c'est Belgorod. Et le 29 septembre, la presse Euromaidan a rapporté que l'Ukraine avait frappé cette ville de plein fouet. Nous verrons bientôt ce que l'Ukraine a détruit, mais voici l'essentiel. L'Ukraine a utilisé des armes à longue portée, potentiellement qui ne lui appartenaient pas, pour frapper 2 installations énergétiques cruciales à Belgorod. L'une de ces installations était la centrale thermique de la ville, l'autre étant son poste électrique. Les deux sont cruciales pour l'électricité à Belgorod. Vous pouvez imaginer les conséquences de la frappe de représailles ukrainienne. Plusieurs quartiers de la ville ont subi des coupures de courant, selon la presse Euromaidan. La frappe a aussi été confirmée par le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, selon le Kiev Post. Gladkov a déclaré, selon le média, que des missiles ennemis avaient frappé une centrale électrique de Belgorod. Gladkov a évoqué les coupures de courant, mais a surtout insisté sur le fait que l'attaque ukrainienne a obligé hôpitaux et postes de police à utiliser des générateurs de secours. Les coupures de courant ont aussi réduit la distribution d'eau à Belgorod, illustrant encore comment Gladkov souligne l'impact des frappes ukrainiennes sur les civils. Cette déclaration en dit long sur la réaction de la Russie aux frappes ukrainiennes. Nous avons entendu toutes les excuses de la Russie sur les débris chaque fois qu'un drone longue portée ukrainien frappe sa cible. Mais au-delà de cette excuse, la Russie nie généralement le succès des frappes ukrainiennes. Alors pourquoi confirme-t-elle l'attaque de Belgorod ? Nous avons donné un indice. L'attaque a visé des civils russes. Personne n'a été blessé ou tué, selon les informations disponibles lors de la réalisation de cette vidéo. Des citoyens russes ayant été privés d'électricité et parfois d'eau, la Russie utilise cette frappe pour présenter l'Ukraine comme terroriste. Ce n'est pas une supposition, mais de la propagande. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie tient une liste en ligne de ce qu'il appelle les crimes terroristes commis par le régime de Kiev. Le document contient une longue explication de ce que la Russie considère comme un acte terroriste, bien que cela se résume essentiellement à l'Ukraine qui riposte après que la Russie a bombardé les villes ukrainiennes avec des drones, des bombes et des missiles. L'Ukraine n'est pas censée riposter, mais quand elle le fait et que des civils sont touchés, la Russie en profite pour présenter l'Ukraine comme les méchants dans un conflit qu'elle a déclenché. Elle agit ainsi, comme lors de la frappe sur Belgorod, même sans victimes civiles des attaques ukrainiennes. C'est une tentative claire d'influencer le récit de la guerre. Hors de Russie, presque tout le monde le voit. Si l'Ukraine n'a pas visé de civils, contrairement à la Russie durant la guerre, qu'a-t-elle ciblé à Belgorod ? Le Kiev Post rapporte que des images géolocalisées de la frappe ukrainienne montrent au moins 5 impacts directs sur le site TETS 4. Chargé de produire de l'électricité, cette installation a pris feu à la suite de l'attaque ukrainienne. Les débris et explosions ont aussi endommagé des composants clés de l'installation, dont les réservoirs et le système d'alimentation en carburant, les turbines et la sous-station électrique citée plus tôt. Selon Euromaidan Press, l'installation ukrainienne touchée a été reconstruite en 2007, permettant l'ajout d'une turbine à gaz moderne qui confère à TETS 4 une production de gigacalories par heure. La centrale couvre tous les besoins en énergie thermique des districts centraux et nord de Belgorod, représentant, selon Euromaidan Press, 36,3% de la demande totale de la ville. Ce n'était pas une vieille centrale ordinaire que l'Ukraine vient de mettre hors service. C'était une centrale qui alimentait plus d'un tiers d'une ville russe, située juste à la frontière de l'Ukraine. Il existe également des images des frappes au moment où elles ont eu lieu, partagées par la chaîne YouTube Canal 13. Dans plusieurs vidéos, le média montre la centrale électrique endommagée sous divers angles, souvent avec de gros panaches de fumée noire dans le ciel. À quelques reprises, on voit d'où provient la fumée. D'énormes incendies à l'intérieur de TETS 4 que la Russie a confirmé avoir été causés par une attaque ukrainienne. Et encore plus de confirmations du succès de l'Ukraine viennent de la chaîne Telegram Astra, qui partage des images de rapports de panne de courant circulant à Belgorod. Ces images sont accompagnées d'une déclaration confirmant les problèmes d'eau et de courant déjà mentionnés. Même si la Russie voulait nier les événements du 27 au 28 septembre, la frappe était trop massive. Les effets ont été ressentis par des centaines, voire des milliers, de citoyens de Belgorod, qui se sont soudainement retrouvés sans électricité et, dans certains cas, sans eau. Ce n'était pas quelque chose que la Russie pouvait cacher. Et pour aggraver les choses, cette frappe semble avoir été trop importante pour avoir été menée par les drones ukrainiens. Une autre arme,
inutilisé depuis longtemps par l'Ukraine, a été employé. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il est important de souligner que l'Ukraine n'a pas simplement décidé au hasard de frapper Belgorod. Cette frappe était une riposte à quelque chose que la Russie venait de faire quelques heures auparavant, et elle était destinée à envoyer un message directement à Vladimir Poutine. Si vous frappez des villes ukrainiennes, l'Ukraine frappera les vôtres plus fort. Quelques heures seulement, avant que l'Ukraine n'envoie ses armes sur Belgorod, la Russie lançait à nouveau l'une des nombreuses frappes massives de missiles et de drones qu'elle a utilisées tout au long de 2025 contre l'Ukraine. Le Kiev indépendant a rapporté le 28 septembre qu'une attaque de drones de près de 12 heures avait touché plusieurs régions d'Ukraine. La Russie a lancé près de 500 drones et plus de 40 missiles sur des villes, dont Kiev, tuant au moins 4 personnes et blessant 70 autres. La victime était une fille de 12 ans. Le média précise que missiles et drones russes ont touché 20 sites, dont un immeuble de 5 étages à Kiev. Au total, 7 districts de Kiev ont subi des dégâts. Nous avons également des détails sur la façon dont la Russie a réussi à mener l'attaque. Le Kiev indépendant indique que la Russie a utilisé 5 bombardiers Tu-95 lors de la frappe, tous ayant décollé de la base aérienne d'Olenia à Momansk, vers 1h45 heure locale. 45 minutes plus tard, la Russie a déployé des MiG-31K déclenchant des alertes aériennes en Ukraine. D'autres, Tu-95 ont décollé de la base d'Engels, montrant que la Russie voulait frapper l'Ukraine sous plusieurs angles. Elle a réussi. Et Euromaidan Press précise que la Russie a aussi visé les oblasts de Zaporizhia, Soumy et Khmelnytsky lors de l'attaque nocturne. Certains missiles et drones russes ont franchi les défenses ukrainiennes, frappant surtout des immeubles et des véhicules. La Russie a utilisé des missiles de croisière Kaliber, Kh-71 et Kh-55 lors de l'attaque, affirme Euromaidan Press. Elle a aussi lancé des centaines de drones Gebera, Shahed, Geran et des drones Leur. Nous voyons ici le contraste évident entre les frappes aériennes ukrainiennes et russes. L'Ukraine a détruit une centrale électrique à Belgorod, une cible militaire légitime. Belgorod, à la frontière de l'Ukraine, est aussi une cible possible pour une incursion ukrainienne, comme à Koursk en août 2024. Aucun civil n'a été blessé lors de la frappe sur Belgorod. Si des civils avaient été blessés, la Russie l'aurait annoncé pour renforcer son discours sur l'Ukraine terroriste. En réalité, la Russie agit en nation terroriste. Son attaque aérienne du 28 septembre a tué des civils ukrainiens, comme tant d'autres frappes aériennes et assauts terrestres russes auparavant. Selon Statista, les statistiques fournies par le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies indiquent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a causé 13 883 morts civiles, ainsi que 35 548 blessés au 30 et 1 juillet 2025. 726 enfants ont été tués lors de ces attaques, et il y en a encore plus après la frappe du 28 septembre de la Russie, avec 2234 autres blessés, qui sont également des enfants. La Russie frappe sans discrimination. Ces missiles et drones ne visent pas des cibles militaires. Ils sont envoyés en Ukraine pour semer le chaos, provoquer la terreur et tuer des civils. C'est la différence entre les frappes aériennes que nous voyons des deux côtés. L'Ukraine est précise et dangereuse, mais frappe uniquement des cibles légitimes qui affaiblissent la machine de guerre de Poutine. La Russie tente à tort de présenter l'Ukraine comme terroriste. Franchement, la Russie est hypocrite chaque fois qu'elle essaie de qualifier l'Ukraine de terroriste, compte tenu de l'impact considérable que les attaques russes ont eu sur les civils. Le président ukrainien Zelensky avait averti la Russie un jour avant que Poutine ne lance des centaines de drones et de missiles sur l'Ukraine. S'il menace de coupure de courant, par exemple, dans la capitale de l'Ukraine, alors ils doivent savoir, au Kremlin, qu'il y aura une coupure de courant dans la capitale de la Russie, avait tonné Zelensky lors d'un briefing à Kiev le 27 septembre. L'Ukraine n'a tenu sa promesse qu'en partie, provoquant des coupures à Belgorod, pas à Moscou. Mais même cela pourrait renforcer le message que l'Ukraine a voulu envoyer avec cette attaque. Elle peut frapper la Russie aussi durement que la Russie frappe l'Ukraine. Aujourd'hui, c'était Belgorod, semble sous-entendre l'Ukraine. Si la Russie continue d'attaquer Kiev, ce sera peut-être au tour de Moscou de subir la colère des missiles ukrainiens. Qualifier ces missiles d'Ukrainiens est sans doute un abus de langage, ce qui nous ramène à un point évoqué plus tôt dans la vidéo. Pour mener son attaque sur Belgorod, l'Ukraine a décidé de ne pas utiliser les drones longue portée qu'elle avait employés lors de nombreuses frappes contre des raffineries de pétrole en août et septembre. Ces drones peuvent perturber les raffineries jusqu'à les arrêter, mais leur puissance est insuffisante pour détruire une centrale électrique. L'Ukraine avait besoin de missiles pour Belgorod, et ceux utilisés lors de cette attaque n'étaient pas de fabrication ukrainienne. C'étaient des missiles américains.
Le Kyiv Post indique que les images des explosions à Tets 4 laissent penser que l'Ukraine a utilisé soit le M31 Guided Multiple Launch Rocket System américain, soit une bombe à petit diamètre lancée du sol pour endommager Belgorod. Le M31, bien que classé comme roquette d'artillerie, est une arme guidée, de précision, fonctionnant comme un missile longue portée. Il est également équipé d'une ogive hautement explosive de 200 livres et est capable de parcourir jusqu'à 160 km pour atteindre sa cible. L'Ukraine dispose certainement des plateformes de lancement nécessaires pour envoyer les M31 en direction de la Russie. Le M31 se tire depuis le High Mobility Artillery Rocket System dont l'Ukraine avait environ 40 exemplaires en mai 2025 et depuis le M270 aussi présent dans l'armée ukrainienne. La version spécifique du M31 utilisée, en supposant qu'il s'agissait de la bombe guidée de précision qui a frappé Belgorod à de si nombreuses reprises, est également une nouvelle version, rapporte le Kiev Post. Les M31 que l'Ukraine avait reçus auparavant étaient des munitions à courte portée qui, bien qu'utiles et puissantes, n'auraient pas pu frapper aussi profondément en territoire russe. Désormais, l'Ukraine dispose de M31 capables de frapper Belgorod et, compte tenu de leur portée, pourraient également causer de sérieux dégâts à Koursk. Cela, en soi, ne devrait pas être une grande nouvelle. Nous savons que l'Ukraine possède de nombreuses armes fabriquées aux États-Unis capables de frapper le territoire russe. Nous savons aussi que l'Ukraine a été autorisée à utiliser ces armes de façon limitée contre des cibles russes par l'ex-président Joe Biden en novembre 2024. Beaucoup de choses ont changé depuis novembre. Biden a quitté ses fonctions et Donald Trump est président. Sous Trump, un changement important a rendu bien plus difficile pour l'Ukraine de mener des frappes comme celle de Belgorod. Le Wall Street Journal a expliqué ce qui se passait en août. Le Wall Street Journal rapporte, selon des responsables anonymes, que les États-Unis interdisent désormais à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines sur le sol russe. La politique existait depuis 4 mois avant l'article et consistait en un processus d'approbation. Pour lancer un missile ou une bombe américaine sur la Russie, l'Ukraine devait obtenir l'accord final du secrétaire à la défense américain Pete Hegseth pour utiliser des munitions américaines en Russie. Pendant des mois, le Pentagone, sous la direction de Hegseth, avait dit non à l'Ukraine. Voilà pourquoi aucune histoire n'a circulé sur l'Ukraine, utilisant les missiles ATACMS ou M31 Guided Multiple Launch Rocket System à Belgorod contre la Russie. Les États-Unis l'interdisaient, et l'Ukraine ne pouvait attaquer la Russie qu'avec des armes locales. Avec tout ce contexte, la frappe de l'Ukraine sur Belgorod passe d'une attaque extrêmement efficace à une action qui a des répercussions à long terme sur l'ensemble de la guerre. Ce n'était pas une frappe ordinaire, mais une attaque aérienne avec des armes américaines, ce qui ne peut signifier qu'une chose. Les États-Unis permettent à l'Ukraine d'utiliser à nouveau leurs armes contre la Russie. Il y avait des indices que cela allait arriver, juste quelques jours avant que l'Ukraine ne réalise sa dernière attaque. Le 26 septembre, The Independent a indiqué que Donald Trump avait initié un possible changement politique important. Selon The Independent, Donald Trump aurait dit à Volodymyr Zelensky qu'il était prêt à lever des restrictions sur l'usage de certaines armes américaines, annonçant un possible changement de politique. Ce revirement serait survenu après la rencontre de Volodymyr Zelensky et Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donald Trump a critiqué Vladimir Poutine pour sa gestion lors de cette assemblée. Les États-Unis autorisent désormais l'Ukraine à agir contre le dirigeant russe. The Independent rapporte que Zelensky a demandé à Trump de lever l'interdiction d'utiliser les missiles ATACMS contre la Russie. Le dirigeant ukrainien a aussi demandé si les États-Unis pouvaient fournir à l'Ukraine des missiles Tomahawk, dont certains atteignent 2400 km. Les États-Unis examinent cette demande. D'après The Independent, on ignore si l'Ukraine peut employer les ATACMS en Russie. Mais grâce à Belgorod, nous savons désormais qu'elle peut utiliser le M31. L'autorisation a été accordée, et le fait que l'Ukraine riposte contre la Russie pour l'une des plus grandes frappes aériennes de la guerre menée par Poutine jusqu'à présent semble être la manière idéale de faire passer le message à la Russie que les États-Unis sont de nouveau engagés. La Russie n'apprécie pas cela. Suite à l'annonce de la possible livraison de missiles Tomahawk par les États-Unis à l'Ukraine, les propagandistes russes ont intensifié leurs actions. Parmi eux se trouvait Dmitri Peskov, qui dit si souvent ce que Poutine veut dire. Le porte-parole du Kremlin a répondu à la suggestion du vice-président américain Vance d'envoyer des Tomahawk en Ukraine par plusieurs questions. La question est la suivante. Qui peut lancer ces missiles ? A demandé Peskov. Seuls les Ukrainiens peuvent-ils les lancer ? Ou les soldats américains doivent-ils le faire ? Qui choisit les cibles de ces missiles ? Les Américains ou les Ukrainiens ? Andrei Kotopolov, chef du comité de la défense du Kremlin, a été bien plus direct dans son évaluation.
Il a déclaré que toute preuve d'aide américaine à l'Ukraine pour lancer des Tomahawks contre la Russie ferait des États-Unis une cible. Et personne ne les protégera, ni Trump, ni Kellogg, ni qui que ce soit d'autre, a menacé Kartopolov. Peskov a ajouté qu'une analyse approfondie de l'implication américaine est nécessaire, et que l'usage de Tomahawks serait une escalade du conflit en Ukraine. En lisant entre les lignes, on peut tirer une conclusion évidente de ces réponses. La Russie a peur, et elle devrait l'être. Comme indiqué plus tôt, les Tomahawks ont une portée maximale de 1500 miles. C'est largement suffisant pour que l'Ukraine les utilise lors de frappes en profondeur au cœur de Moscou, ce qui permettrait également à Zelensky de tenir pleinement la promesse qu'il a faite le 27 septembre. La Russie constate que les États-Unis autorisent de nouveau l'Ukraine à utiliser des armes américaines en Russie, après l'emploi probable de M31 contre Belgorod. En résumé, les États-Unis donneront des Tomahawks à l'Ukraine uniquement pour les frappes à longue portée, ce dont l'Ukraine est consciente. Les États-Unis le savent. Et la Russie sait précisément à quel point ces missiles terrifiants pourraient causer des dégâts contre des cibles situées au cœur même de la Russie, que les précédentes frappes de drones ukrainiens ont déjà prouvé être mal protégées contre les attaques aériennes. Perdre l'électricité à Belgorod fait déjà mal à la Russie. Mais ce que l'Ukraine vient d'accomplir avec cette frappe nous montre que les États-Unis sont sur le point d'opérer un revirement que Poutine n'avait jamais vu venir. Ce que nous voyons ici, c'est la manifestation finale de la frustration croissante de Trump envers Poutine. Depuis son arrivée au pouvoir, Trump cherche la paix ou un cessez-le-feu en Ukraine, y parvenant presque plusieurs fois. Pendant tout ce temps, Poutine a mené Trump en bateau avec des déclarations selon lesquelles il veut la paix, qui sont ensuite rapidement suivies de nouvelles frappes aériennes dévastatrices et d'assauts terrestres acharnés contre l'Ukraine. La patience de Trump était déjà très éprouvée. Le 12 septembre, Reuters a signalé que Trump avait admis cela lorsqu'on l'a interrogé sur sa patience envers Poutine. Oui, elle s'épuise, et elle s'épuise rapidement, rapporte Reuters, citant Trump lors d'une interview avec Fox News. Au cours de cette interview, Trump a laissé entendre que d'autres sanctions pourraient être utilisées pour frapper la Russie là où cela fait mal économiquement. Mais quelques semaines plus tard, nous avons maintenant des rumeurs selon lesquelles les États-Unis enverraient des Tomahawks à l'Ukraine, et ce qui semble être la levée des restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine d'armes fabriquées aux États-Unis à l'intérieur de la Russie. Le fil a cédé. Belgorod brûle car Poutine a relancé une attaque de drones et missiles contre l'Ukraine. Les attaques en Russie ne sont qu'un début pour Poutine, l'automne lui apportant davantage de mauvaises nouvelles. Sur le plan intérieur, Poutine regarde l'empire qu'il a construit autour de lui s'effondrer. C'est presque fini pour Poutine. La Russie plonge dans le chaos, après l'échec de la guerre en Ukraine. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières frappes de l'Ukraine contre la machine de guerre russe. Merci de nous regarder.